Bienvenue à tous pour ce 7e First le Before des Rendez-vous du Futur en direct et en replay sur les réseaux. Cette émission est rendue possible grâce aux efforts conjugués du Cube, de JD Carré, de Triple C et d'un air de chat. Le magazine Le First, comme chaque mois, a vocation à rencontrer des change makers, des personnes qui font le changement, qui trouvent et mettent en œuvre des innovations, qu'elles soient numériques, sociales, éducatives ou citoyennes. Cette émission est co-animée avec Rémi Hoche. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Nous accueillons ensemble sur le plateau notre invité Armel Lecause, cofondateur de démocratieouverte.org. Bonsoir Armel. Bonsoir. Cette émission sera ponctuée par une chronique de Laura Beaubois qui nous présentera une action positive et singulière venant tout droit de Suisse pour remettre de l'entraide dans nos relations de voisinage. Rémi, lui, nous présentera l'actu de la créativité et abordera une question autour de l'art. La règle du jeu pour vous, spectateurs, est simple. Écoutez, réagissez, posez vos questions sur Twitter en utilisant le hashtag #LeFirst tout attaché. Très bonne soirée. Alors, le collaboratif sera peut-être, je pense, le mot de l'année 2015. Alors, on a beaucoup entendu parler d'économie collaborative, de consommation collaborative, de financement collaboratif. Nous avions d'ailleurs reçu le 24 février 2015 dans ce magazine Léa Thomasin de Hello Asso pour nous parler de crowdfunding pour les associations. Ce soir, nous allons parler de démocratie collaborative avec Armel. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous inviter, vous, internautes et public dans la salle, à nous donner votre avis. Selon vous, le développement d'Internet et des réseaux sociaux a-t-il permis aux citoyens de participer davantage à la décision publique? Oui ou non? Alors, connectez-vous sur le site des Rendez-vous du Futur et répondez au sondage. Rémi, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu d'Armel. Oui, alors bonsoir Armel. Donc vous êtes designer et voyageur. Vous avez fait vos études entre la France et le Canada. Et vous êtes passionné par le modèle de politique alternative et l'émergence des nouvelles formes de démocratie qui se développent notamment grâce au web. Alors en 2012, vous avez cofondé le collectif Démocratie Ouverte qui vise à promouvoir les formes de gouvernance participative. Et d'octobre 2013 au printemps 2014, vous avez fait votre tour de France des maires, où vous vous êtes invité à manger et parfois même à dormir chez les candidats aux élections municipales pour les interroger sur leur manière de percevoir la démocratie. Alors, on va reparler bien évidemment de tout cela, mais avant, je voulais savoir, vous êtes designer. Alors, comment on en vient à s'engager comme ça dans les questions de démocratie, de citoyenneté, d'open gouvernance? J'imagine que ce n'est pas pour designer une urne. Alors en effet, c'est pas pour designer une urne, mais en fait le design, quand on le prend le mot anglais, c'est la science de la conception. Tout design, ça veut dire concevoir. Et les outils, les méthodes qu'on apprend dans une école de design ou dans une formation de design, ça permet de concevoir des produits, du mobilier, mais ça permet aussi de concevoir des services, donc de l'immatériel, et pourquoi pas des services publics, des politiques publiques. Donc aujourd'hui, au sein de Démocratie Ouverte, j'ai l'impression de toujours faire mon boulot de designer, mais d'accompagner les collectivités, les gouvernements à concevoir des politiques publiques plus participatives, plus ouvertes, plus proches des citoyens. Et comment vous vous êtes intéressé en fait clairement à ces histoires de citoyenneté? D'où c'est venu? C'est venu de 2007 où on m'a demandé de mettre un bulletin dans une urne pour élire un président et je me suis dit mais en fait on m'a jamais vraiment appris ce que c'était que d'être un citoyen. Je sais pas exactement pour qui voter, sur quels critères et comment m'intéresser. Donc je me suis dit il faut que je fasse mon projet de fin d'études à l'époque sur ce sujet du design et de la politique et j'ai commencé à mettre un doigt de pied dedans comme ça et là j'ai plongé dedans à 200%. Parce qu'en fait, les outils du design peuvent apporter beaucoup de choses à cette réinvention de la politique et qu'en plus, ça tombe bien, on est dans une période, une époque où la politique a un grand besoin de se réinventer et elle est même on est dans cette période de transition vers des nouveaux modèles qui sont en train de s'inventer. Et moi, si je peux apporter ma pierre pour participer à la conception de ces nouveaux modèles, c'est ça qui me passionne. D'accord, donc c'est vraiment la notion de modélisation. Oui, conception, modélisation, schématisation, mais c'est ça qui m'intéresse. Alors aujourd'hui, le taux d'abstention en France, c'est
progresse de plus en plus. On l'a vu en fait avec les dernières élections départementales, on l'a vu avec les régionales. On parle pas trop en fait des européennes parce que c'est là que les scores en fait sont les plus mauvais. Sur les présidentielles, ça se maintient à peu près. Comment du coup en fait on peut essayer d'inciter les citoyens à aller voter ou en tout cas à prendre en main peut-être leur mission aussi en tant que citoyen d'un pays? Alors en fait, moi je suis même pas certain qu'il faille inciter les citoyens à aller voter. J'en sais rien, je me pose la question réellement. D'une certaine manière, oui, ça me semble important d'aller voter, et en même temps je suis en train de remettre en cause complètement ce système qui finalement revient à se dire on va déléguer notre pouvoir de décision à des gens qui vont prendre des décisions pendant 5 ou 6 ans à notre place sur tous les sujets qui concernent l'intérêt général. Et du coup, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est toutes les nouvelles formes de participation. On dit que les Français se désintéressent de la politique, mais c'est pas du tout vrai. En fait, ils font de la politique différemment, et notamment en s'impliquant directement dans des projets sur le terrain, ou en faisant des choix de consommation différents, ou en faisant des choix de vie différents. Et pour moi, ça, c'est des actes qui sont profondément politiques, mais qui sont pas dans de la politique institutionnelle, qui serait de désigner des représentants. D'accord, donc on ne parle pas des institutions, du droit de vote, du bicaméralisme, de ces choses-là. Si, il faut en parler, justement. Mais il faut en parler en se disant qu'est-ce qu'on peut réinventer pour que ce système-là fonctionne mieux et ne soit plus uniquement dans de la délégation du pouvoir, mais aussi dans une pratique du pouvoir différente. Et du coup, sur le taux d'abstention, moi, ce qu'on fait dans Démocratie ouverte, c'est de proposer aux élus, je pense que c'est toujours important d'avoir des élus, mais de leur proposer des nouvelles manières de fonctionner, de s'appuyer sur les citoyens pour mettre en œuvre plus d'intelligence collective. Et c'est peut-être de cette manière-là que les citoyens reviendront aux urnes. C'est à partir du moment où les élus arriveront avec une autre posture qui est celle du faire ensemble, du collaboratif, voire même du laisser-faire. Là, les citoyens se diront « Ok, je sais avec qui j'ai envie de travailler en partenariat, mais pas avec qui j'ai envie de déléguer tous mes pouvoirs. » Alors justement, les élus, on va en parler, puisqu'on va parler de votre Tour de France des maires, des initiatives. Vous êtes parti sac à dos et caméra à la main. Vous avez parcouru 8000 km et vous avez interviewé, et vous avez parfois même dormi chez 111 candidats aux élections municipales. Alors moi j'ai 3 questions. Déjà, pourquoi avoir pris cette initiative-là? Quelle était pour vous l'importance de les voir et de prendre le temps de parler avec eux? Comment ça s'est passé? Et puis la dernière question, qu'est-ce que vous en avez tiré au final? Alors d'abord, pourquoi? Pourquoi être parti avec mon sac à dos et aller dormir chez ces candidats ou ces maires? En fait, pour une raison assez simple, ces élections municipales, c'est un espèce de temps de bouillonnement démocratique qui est génial parce qu'il y a énormément de candidats. On a 500 000 élus locaux, donc quand on prend le nombre de candidats, ça fait beaucoup plus encore, qui sont en train de réfléchir à un programme, qui sont en train de réfléchir à comment améliorer la vie sur le territoire. Et donc, c'est un moment particulier, cette campagne, qui est vraiment passionnante à vivre de l'intérieur. J'avais envie d'aller vraiment me plonger dedans. J'ai décidé de le faire en stop parce que ça me permettait d'aller rencontrer des citoyens lambda, j'ai envie de dire, qui avaient la gentillesse de me prendre sur le bord de la route. Et à chaque fois que je rentrais dans une voiture, je déclenchais une discussion politique pour pas rester que dans les questions de la campagne et dans les questions que les hommes politiques peuvent se poser, mais pour aussi discuter avec des citoyens et sonder un peu la population. Et puis ensuite, aller dormir chez les élus pour finalement dépasser le vernis de la communication de campagne. Passer 1 heure ou une demi-heure dans le bureau d'un élu, ça n'a rien à voir avec le fait de passer le petit déjeuner avec lui et du coup d'avoir d'autres formes de discussion. Voilà. Et du coup, on retrouve vos rencontres sur votre blog. Oui, sur le site du Tour des candidats et maires de France, il y a, ou le blog, en tout cas, je faisais des Google Hangouts, donc une visio directement qui est devenue des vidéos, qui devenaient des vidéos YouTube, et donc qu'on peut retrouver sur YouTube. Et vous aviez même eu des internautes qui vous écrivaient pour aller justement à la rencontre de leurs candidats. Il y avait des choses comme ça aussi. En fait, c'est comme ça que je les choisissais, les candidats. Il y avait, en fait, on m'a conseillé à travers mon blog plus de 300 maires ou candidats à aller voir un peu partout en France en disant mais allez voir un tel
parce que dans son programme, il met des choses sur la citoyenneté ou sur la démocratie qui sont intéressantes. Et j'essayais de cibler ceux qui me paraissaient les plus exemplaires ou les plus innovants sur les questions de démocratie, parce que les 36 000 communes qu'on a en France, c'est une espèce de laboratoire d'innovation démocratique dans lequel il y a plein de choses qui s'essayent et plein d'élus qui essayent des nouvelles manières, nouvelles manières de faire de la politique, des nouveaux rapports avec les citoyens, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes. Et c'est ça que je suis parti voir sur le terrain. Et juste, du coup, qu'est-ce que vous en avez tiré? Quels enseignements vous pouvez peut-être transmettre, partager? Alors, un enseignement concernant le stop et le côté citoyen qui m'a choqué, qui est un côté, c'est plus négatif, mais je me suis aperçu qu'on était vraiment dans une société où les citoyens sont très en attente, ils sont presque attentistes envers la politique en disant mais les politiques devraient faire ceci ou devraient faire cela, et en se demandant pas ce qu'eux pourraient faire dans l'action pour améliorer leur système politique. Voilà. Donc ça, c'est un des constats un peu négatifs, c'est des gens qui disent j'ai voté, un peu comme ils diraient j'ai payé et j'attends un service en retour. Après, sur les aspects plus positifs, c'est notamment alors, côté citoyen encore, ces citoyens qui se prennent en main et qui commencent à s'auto-organiser, notamment grâce au numérique, pour concevoir et mettre en œuvre des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de consommer, de produire de l'énergie localement, de produire de l'alimentation, etc. Et ça, il y a un vrai truc intéressant là-dedans. Après, les enseignements côté plus politique, c'est qu'il y a une grosse envie de beaucoup de candidats ou d'élus qui sentent bien qu'on est dans cette période de transition, qui sentent bien qu'on a cette défiance qui monte, voire cette colère qui monte, et qui ont envie d'aller vers des nouvelles formes de gouvernance, des nouvelles manières de faire de la politique, mais qui ne savent pas forcément comment faire en termes d'outils, de méthodes. Et c'est ça qui a vraiment déclenché mon envie aussi, à l'intérieur de Démocratie Ouverte, de lancer un programme Territoire hautement citoyen qui est fait pour accompagner ces élus qui ont envie d'aller vers de nouvelles formes de gouvernance, mais qui manquent un peu d'outils, de méthodes pour le faire. On va peut-être revenir en fait sur ces pratiques. On va d'abord tout de suite en fait passer en fait à la chronique de Laura Beaubois sur une action créative positive avec Pumping Pump. Bonsoir Charlie, bonsoir Rémi et bonsoir à tous. Tenez, une première question pour commencer. Vous est-il déjà arrivé d'aller frapper à la porte de votre voisin lorsqu'il vous manquait du sel ou même de l'huile? Eh bien, c'est toute l'idée que développe l'association suisse Pumpy Pump qui permet de mettre en relation des voisins volontaires à l'idée de partager des objets qu'ils possèdent, mais qu'ils souhaitent faire partager au reste du voisinage dans un éventuel besoin. Comment cela fonctionne? Eh bien, il suffit de se rendre sur le site de l'association, de commander des petits autocollants sur lesquels sont dessinés ces fameux objets, de sorte à ce que vous puissiez les coller sur votre boîte aux lettres afin que votre voisinage puisse savoir quels objets venir vous emprunter. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à tous ces réseaux sociaux basés sur cette entraide entre particuliers, eh bien, l'association suisse Pumpy Pump prend ce contre-pied de toute cette digitalisation de l'entraide, tout en favorisant la mise à disposition de biens de consommation, à partager, et toute cette interaction sociale qui se crée à même un palier. Une véritable action positive, créative, favorisant un échange, un partage, mais aussi une rencontre entre particuliers au sein même d'une communauté de proximité. Si cela vous intéresse, empressez-vous d'aller visiter ce site, mais aussi la page Facebook de l'association, et n'hésitez pas à prêter le temps de quelques jours, votre mixeur ou pourquoi pas une échelle à un voisin qui serait en recherche de ces objets en question. Très bonne soirée et à très bientôt. Merci à Laura pour cette action créative positive. Alors Armel, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que l'idée là, c'est de revenir à des choses très simples? Là, on ne parle pas de numérique, hein. Finalement, on parle en fait de recréer du lien, même à un niveau micro-local, les voisins. Moi, ce qui me marque dans cette expérience, que je trouve assez significative de notre époque, assez intéressant, c'est de se dire que finalement, en partant de ce collaboratif qui se passe en ligne, dans le numérique, on est en train de dépasser le simple outil, de dépasser ce qui va se passer sur la toile, sur Internet, pour créer une culture de l'entraide, une culture du faire ensemble, une culture du collaboratif et de l'intelligence collective
pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les réseaux physiques autour de nous. Et c'est ça que je trouve très fort, c'est le passage, la manière dont le numérique transforme complètement notre manière de faire, notre manière de vivre, notre culture, et ça transforme la manière qu'on a là d'échanger, mais aussi de se former, de s'informer, de communiquer, et déjà aujourd'hui de faire de la politique. Oui, alors justement, faire de la politique, moi je voulais revenir sur votre plateforme Parlement et Citoyens, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les citoyens, une fois qu'on a voté, on se plaint, voilà, j'ai voté, et puis finalement, comment être plus participatif, être plus acteur finalement, peut-être des lois, peut-être de plus en lien avec les législateurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette plateforme? Comment ça marche? Comment on peut agir concrètement? Alors en effet, le premier projet qui a été vraiment porté par Démocratie Ouverte, c'est cette plateforme, cet outil qui s'appelle Parlement et Citoyens et qui permet de co-construire des propositions de loi. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, pour construire une loi, on ne sait pas comment c'est fait en tant que citoyen, on ne sait pas quel lobby a apporté ou pas quel dossier à notre parlementaire, on ne sait pas qui l'auditionne, comment, etc. Donc bref, il y a une espèce de flou sur la manière de construire cette loi. Et du coup, on a construit cette plateforme qui est en fait un outil d'abord de transparence. On voit le processus de construction de la proposition de loi et qui est aussi un outil participatif dans lequel les citoyens peuvent apporter un avis ou une expertise à leurs parlementaires en disant attendez, sur ce sujet-là, allez voir telle chose. Donc il y a une phase de crowdsourcing où on va chercher des sources qui peuvent intéresser le parlementaire et des phases où on apporte une idée, un retour d'expérience. Voilà, tout ça, ça se passe en ligne. Il y a une méthode assez construite là-dessus. Mais en fait, ce qui est vraiment important de retenir, c'est de se dire là, ce qu'on cherche à faire à travers ce projet, c'est de faire la preuve aux parlementaires aussi, aux politiques aussi, qu'il a tout intérêt à s'appuyer sur l'intelligence collective et à s'appuyer sur l'intelligence citoyenne, parce qu'il fera une loi plus efficace, qui sera déjà plus soutenue. Il arrive devant son groupe parlementaire à l'Assemblée ou au Sénat avec tous les citoyens derrière qui sont là aussi et qui ont participé au processus. Donc il lui-même, à l'intérieur de son institution, il a plus de poids. Donc c'est vraiment un projet qui permet de rajouter de la transparence, de la participation et du collaboratif, qui sont les trois piliers de Démocratie Ouverte. Alors, est-ce qu'il y a des exemples concrets? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a des amendements en fait qui sont venus comme ça en fait du bottom-up? Enfin, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression. Vous avez des exemples? Alors, on a fait sur Parlement et Citoyens, on l'a lancé il y a 2 ans, cette plateforme, avec 6 députés et sénateurs de toutes les couleurs politiques. C'est pas un truc qui est de gauche ou de droite, c'est un truc qui est de bon sens. Et il y a 6 parlementaires qui ont dit « Ok, on veut bien jouer le jeu et on essaye de co-construire nos lois sur votre plateforme ». Il y en a une qui est passée, qui a interdit l'usage non agricole des pesticides. C'est le sénateur Joël Labbé qui l'a co-construite sur Parlement et Citoyens. Il y en a une autre il y a un des parlementaires, le député PS Dominique Rimbaud, il a décidé de hacker un peu le système et de dire je ne vais pas construire une proposition de loi, mais comme je suis rapporteur de la loi de Taubira sur la réforme pénale, je vais voir s'il n'y a pas des amendements qui peuvent venir justement de cette plateforme de co-construction. Et donc il a apporté des amendements grâce à Parlement et Citoyens. Et donc on a d'autres lois qui sont en préparation, parce que là on passe à une phase de généralisation de la plateforme. Après le bêta-test et l'expérimentation, on passe à une logique de généralisation à tous les parlementaires. Donc à partir de cette semaine, tous les parlementaires peuvent dire moi je veux co-construire ma proposition de loi sur Parlement et Citoyens. Merci beaucoup Armel en fait pour ces exemples très concrets. Nous allons passer maintenant à notre deuxième chronique, la chronique de l'actu de la créativité par Rémi. Rémi, alors, je crois que tu t'es posé une question aujourd'hui autour de l'art. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. En fait, je me suis demandé pourquoi certaines œuvres étaient considérées comme des œuvres d'art et d'où venait l'aura qui entoure les œuvres d'art. Et aussi, je me suis demandé si on avait la même émotion face à une copie ou face à son original. Alors, pour m'aider, j'ai lu l'ouvrage du sociologue Bernard Lahire qui s'appelle « Ceci n'est pas qu'un tableau » et qui vient d'être publié aux éditions La Découverte.
Donc, dans ce livre, Bernard Lahire retrace l'incroyable histoire de la fuite en Égypte, peint en 1657 et qui est attribuée à Nicolas Poussin. Alors, je dis volontairement attribuée, car figurez-vous que cette œuvre est tombée dans les oubliettes de l'histoire pendant 3 siècles et qu'il a fallu une longue bataille d'experts et de nombreux rebondissements pour que ce tableau soit enfin attribué à Poussin. Et vous imaginez bien les conséquences que ça a eu pour le tableau, puisqu'il est passé de simples copies d'atelier ne valant pas grand-chose à chef-d'œuvre acheté 17 millions d'euros par le musée des Beaux-Arts de Lyon. Alors, au-delà de la valeur marchande, Bernard Lahire interroge dans son livre notre rapport à l'art. Comment un objet insignifiant devient-il un objet sacré ? Et quels effets économiques, esthétiques, émotionnels, voire politiques cela entraîne-t-il dans le rapport qu'on a avec cet objet ? Car il s'agit bien de cela ici, de sacré et de magie sociale, qui fait passer un tableau du statut de simple copie à celui de chef-d'œuvre. Mais d'après l'auteur, il est aussi question de mécanismes de domination sociale qui sont en jeu dans l'admiration d'une œuvre d'art. C'est vrai, on nous dit regardez cette œuvre-ci plutôt que celle-ci, parce que celle-ci est une copie ou la réalisation d'un peintre moins connu. Alors pour l'auteur, nos émotions devant un tableau seraient fortement conditionnées à des forces sociales et à des croyances inconscientes. Alors est-ce que tout serait joué d'avance ? Est-ce que l'œuvre originale serait seule dotée d'une aura et que la copie ne pourrait jamais avoir ? Et est-ce que le fait qu'on reproduise de plus en plus d'œuvres participe à la perte de cette aura comme l'a écrit en 1935 le fameux philosophe et historien d'art Walter Benjamin dans son ouvrage, dans son texte de référence, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Alors, pas si sûr, car ça, c'était avant l'ère numérique. Et oui, en effet, dans un article de Télérama, j'apprends qu'on aurait en dérobé l'aura des noces de Cana avec la complicité du numérique. Alors, comment c'est possible ? C'est grâce ou à cause d'un homme qui s'appelle Adam Lowe et qui a fondé la société Factum Arte, qui est aujourd'hui reconnue comme l'un des meilleurs ateliers de production de facsimilés au monde, qui utilise évidemment les technologies les plus en pointe. Et après des années de négociations avec le Louvre et plus de 9 mois de travail intensif pour réaliser le facsimilé des noces de Cana, il a enfin été installé à son endroit d'origine, c'est-à-dire le réfectoire du couvent San Giorgio près de Venise. Car je rappelle que ce tableau a été volé par Napoléon aux Italiens. Et c'est là en quelque sorte, que la magie opère. Une fois qu'on a remis l'œuvre dans ce réfectoire, car lors de l'inauguration, les invités qui étaient là, en fait, étaient tous émus aux larmes de revoir l'œuvre originale dans son contexte. Alors que quand on va au Louvre et qu'on va voir les noces de Cana, plus personne ne le regarde. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la même salle que la Joconde et que tout le monde regarde évidemment la Joconde et que donc l'aura aurait été perdue des noces de Cana. Donc on le voit dans certains contextes, la copie peut provoquer autant d'émotions que l'original. Et d'ailleurs, les récentes grottes Chauvet la réplique des grottes Chauvet qui a été là inaugurée le prouve bien, puisqu'on attend entre 300 et 400 000 visiteurs qui vont quand même visiter une copie, même si ça va être magnifique. Alors pour finir, je voudrais essayer de redonner un peu d'aura aux noces de Cana. Comment faire ? La prochaine fois que vous irez au Louvre, allez voir la Joconde et tournez l'huile d'eau et regardez bien en face les noces de Cana. Je suis sûr qu'il vous rendra un peu de son aura et que vous lui donnerez un peu de son aura et qu'il vous livrera beaucoup de sa magie. Merci Rémi pour cette chronique de l'actu de la créativité. Armel, avant qu'on se sépare, est-ce que vous avez une information ou deux d'actualité à partager avec nous et avec les internautes ? Alors, oui, évidemment, j'en ai plein. Mais il y en a peut-être deux que je retiens. Je suis en train d'écrire un livre aux éditions Les Liens qui libèrent, qui s'appelle « Le monde de demain s'invente aujourd'hui », qui raconte d'une part ce Tour de France, mais aussi ce que j'en retire, c'est-à-dire je tire le fil de certaines expériences que j'étais voir sur ce Tour de France et qui, derrière, qu'est-ce que ça peut donner si on imagine ça en 2065 quelle est la société que j'aimerais léguer à mes enfants ou à mes petits-enfants. Donc c'est le bouquin que je suis en train de préparer. Puis la deuxième actu dans Démocratie ouverte, c'est ce programme Territoire hautement citoyen que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment un programme proposé aux élus locaux qui ont envie d'engager une forme de transition démocratique locale, parce que ces élus locaux, c'est vraiment des acteurs clés qui peuvent aujourd'hui changer les choses sur leur territoire et faire en sorte que les citoyens de ce territoire deviennent des acteurs de ces bouleversements qu'on vit, des acteurs de la transition. Et du coup, ce programme, ça s'adresse à eux pour engager cette forme de transition démocratique locale.
Merci Armel pour ce point d'actualité. L'émission va bientôt toucher à sa fin. L'idée maintenant, en fait, c'est de partager en fait, des coups de cœur. Qui est-ce qui veut commencer ? Un coup de cœur. Alors un coup de cœur, ça peut être quoi ? C'est l'idée de partager quelque chose en fait qui vous a fait vibrer ces dernières semaines ou ces derniers mois. Ça peut être une œuvre, un film, une exposition ou autre. Alors moi, quitte à faire mon premier de la classe, je vais parler du livre de Michel Bowens que vous accueillez juste après. Je suis en plein dedans, je suis en train de le lire et je trouve que cette révolution du pair à pair et des communs est vraiment... voilà, c'est passionnant, donc c'est mon coup de cœur du moment. D'accord, merci. Rémi. Moi, mon coup de cœur, c'est un film, c'est Taxi Téhéran de Jafar Panahi. Donc, Jafar Panahi, c'est un réalisateur iranien qui ne peut plus tourner, enfin, qui est assigné à résidence en Iran et qui n'a plus le droit de tourner de films, mais ça ne l'a pas empêché d'en faire 3. Et donc, il doit à chaque fois, évidemment, trouver des stratagèmes pour tourner sans être menacé de prison. Et là, il a décidé de se transformer en chauffeur de taxi. Il a mis des caméras dans son taxi et il fait le tour comme ça des rues de Téhéran et on le voit embarquer des personnages vraiment hauts en couleur. C'est drôle, c'est touchant, parfois c'est dramatique. Évidemment, il joue toujours sur l'ambiguïté de savoir si c'est des vrais personnages ou si c'est des personnages de fiction. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est aussi une leçon de cinéma, notamment quand il parle avec sa petite nièce qui joue son propre rôle. Il parle de cinéma, notamment dans son pays où il y a énormément d'interdits évidemment autour de la création. Et voilà, donc j'ai trouvé que ce film absolument fantastique, une vraie réponse créative et poétique aux empêchements et à l'empêchement de liberté d'expression. Et puis aussi, l'iranien, c'est une langue absolument magnifique que je ne connaissais pas et c'est un vrai bonheur aussi pour les oreilles et pour les yeux. Donc je conseille vivement d'aller voir ce film. Juste avant moi aussi de partager un coup de cœur, j'aimerais revenir en fait sur la question en fait qui avait ouvert en fait cette émission. Selon vous, le développement d'Internet et des réseaux sociaux a-t-il permis aux citoyens de participer davantage à la décision publique ? Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que les internautes qui ont voté sont à très 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 grande majorité plutôt d'accord avec cette idée, alors qu'un sondage en mai 2014 réalisé par TNS Sofres pour la Commission nationale du débat public montrait que 41% pensaient qu'en effet c'était un moyen en effet de mieux participer. Alors votre dernier avis, votre avis pour finir cette émission ? C'est qu'en un an, ça a énormément changé. Ou sinon... Vous croyez que c'est ça ? Non, je pense que ça dépend évidemment de qui on interroge. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement, il va dans ce sens-là et que de plus en plus, Internet et le numérique, pas forcément que les outils, mais aussi cette culture de la participation, va changer complètement la manière qu'on a de faire de la politique. Moi, ça me paraît évident. Alors, moi, je vais maintenant partager en fait mon coup de cœur sans transition. Et il faut juste que je le récupère parce que c'est un objet. Il s'agit en fait d'un vinyle qui a été réalisé par un duo, deux artistes, Jimmy Tenor, le finlandais, et Tony Allen, un Nigérian qui est en fait le batteur de Fela, créateur de l'Afrobeat. Tout ça en fait sur un label anglais. Donc je trouve que ça parlait bien aussi des messages que vous vouliez nous faire part. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup à vous, Armel, de Démocratie Ouverte, d'être venu sur le plateau du First pour parler de vos initiatives. Merci à notre co-animateur Rémi et notre chroniqueuse à distance Laura. Je tiens une nouvelle fois à remercier les producteurs de cette émission, Le Cube d'Issy les Moulineaux, JD Carré, Triple C et un air de chat. Retrouvez cette émission sur les réseaux, en vidéo et en podcast sur www.rendez-vous-du-futur.com et www.cube.com. Suivez notre actualité sur Twitter avec le hashtag LeFirst et le hashtag RDVF. Le mois prochain, mardi 26 mai, nous rencontrerons Frédéric Bardot, cofondateur de Simplon.co, pour parler école de codage pour jeunes non diplômés. Dans 5 minutes, ici, au même endroit, commencera votre rendez-vous du futur avec Michel Bowens. Donc j'ai bien compris que Armel restera, puisque c'est votre coup de cœur en plus du moment. Michel Bowens viendra pour nous parler du peer-to-peer comme réponse aux failles de notre société. Merci à vous, très bonne soirée